Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Apollon. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la loi sur le séparatisme qui fait couler beaucoup d'encre, notamment chez les chrétiens, juifs et protestants qui considèrent que c'est une entrave à leur liberté de culte. La question à se poser, c'est est-ce que, finalement, ces cultes ont raison de protester? Alors la réponse est oui. Mais d'abord, essayons de recontextualiser et de faire un peu d'histoire. Dans la tradition française, il y a deux façons de traiter les religions. La première est la logique concordataire de Napoléon, mais aussi des rois de France, qui est je dirige une religion, je lui impose mes dogmes, mes mœurs, bref, j'ai un contrôle total sur cette religion, tout en maintenant évidemment la liberté de culte. Et puis on a la vision républicaine, qui elle sépare l'État de la religion. Ce qui veut dire que la religion ne se mêle plus des affaires de l'État, reste en retrait, tout en lui octroyant quand même une liberté de pensée et de culte. Le problème, c'est que on veut faire du concordisme dans de la laïcité. Ce qui est impossible finalement. On risque d'avoir le pire des deux systèmes. C'est-à-dire que des religions qui n'ont jamais eu de problème avec la laïcité, qui ne créent pas de troubles à l'ordre public, qui sont totalement assimilées dans le paysage culturel français, se retrouvent à être contrôlées par l'État, quoi. Avec un contrôle du préfet, un contrôle de l'État, qui ne respecte plus finalement la loi de la laïcité, quoi. On aura un contrôle préfectoral, un contrôle de gestion, un contrôle sur ce qui est dit dans les lieux de culte. On va même contrôler les discours des prêtres, etc. Et ça va aller même plus loin. Dans un autre registre, on va empêcher l'éducation et l'école à la maison, avec la déclaration préalable. Alors que l'instigateur de l'école laïque et gratuite, Jules Ferry, avait bien précisé que l'école à la maison était quelque chose de tout à fait normal, et de tout à fait légal. Tout cela est dans la loi de 1881 et de 1882 sur l'école obligatoire et sur l'école laïque et gratuite. Tout cela finalement est contraire à la liberté d'instruire, la liberté de culte. Et on impose ça, je le rappelle encore, à des religions qui n'ont aucun problème avec la loi française. Donc oui, finalement, ils ont raison de se plaindre de ce dévoiement de la laïcité. Et finalement, c'est quelque chose d'assez français. Parce que, en France, on estime qu'une loi doit être générale. C'est toute une tradition française venue de l'universalisme qui fait que l'on ne s'occupe uniquement des groupes, des masses. On a aussi le principe beaucoup plus moderne, depuis la loi Pleven, de non-discrimination, qui fait que on ne doit pas discriminer, faire de distinction. C'est-à-dire que le gouvernement n'ose pas assumer que c'est l'islam le problème, et il englobe toutes les religions, fait semblant que toutes les religions posent problème, alors que finalement on sait très bien que c'est l'islam le problème. D'ailleurs, c'est pas la première fois que ça arrivait, on l'avait déjà vu pour le voile intégral, pour le voile à l'école. À chaque fois, on englobe tout le monde, alors que finalement, on sait très bien où est le problème. Par ailleurs, ce qu'il faut distinguer, c'est que finalement, le principe de non-discrimination, ça ne fonctionne uniquement quand il y a des sanctions. Hein. Quand il suffit de distinguer le racisme contre les musulmans ou contre les religions, alors là, on distingue, on raffine et on va jusqu'au bout. Alors j'entends souvent Gérard Darmanin dire que l'État ne doit reconnaître aucun culte, donc par conséquent, il ne peut pas désigner l'islam. Voilà. C'est un sophisme. Là aussi, il faut faire un point d'histoire, parce que l'islam n'est pas la seule religion à avoir posé un problème à l'État et à la nation. Prenons le cas des protestants. Au XVIe siècle et au XVIIe siècle, qui ont aussi posé un problème politique à la France, avec le fameux édit de Nantes signé par Henri IV en 1598, qui autorisait les protestants à avoir des places de sûreté. Les protestants qui étaient armés, qui possédaient des territoires entiers,
où les catholiques n'étaient plus autorisés, où ils étaient chassés, où la loi protestante avait remplacé la loi monarchiste, et où les protestants traitaient avec les voisins protestants de la France, les ennemis de la France, que sont l'Angleterre et les Pays-Bas. Ça s'est très très mal fini. Quasiment 90% de la population de La Rochelle a été tuée. On a eu aussi le cas avec les Juifs au 19e siècle, où la coterie juive refusait de devenir française, pratiquait le communautarisme, refusait de considérer les Français comme leurs frères, et pourtant ils n'étaient que 30 000. Et il a fallu Napoléon, en 1807, pour qu'il casse ça, justement par la logique concordaire. Donc vous voyez, dans l'histoire de France, ce n'est pas la première fois que ça arrive, ce n'est pas nouveau. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est le problème de l'islam. Parce que l'islam n'est pas qu'une religion, contrairement à toutes les autres religions qu'on avait eues avant. L'islam est un système juridico-politique et c'est surtout une civilisation, quoi. Et contrairement au judaïsme, qui est la religion qui se rapproche le plus de l'islam, c'est une religion politique d'essence. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, mes chers auditeurs, c'est que le problème qu'il y a eu avec les protestants, ce n'était pas un problème religieux, c'était un problème politique. Les protestants voulaient peser dans l'action et dans la politique du royaume, et voulaient constituer ce que Richelieu appelait lui-même un État dans l'État. Et c'est là où était la divergence. Avec les Juifs, avec le judaïsme, Napoléon leur a imposé des changements de règles dans leur religion, dans leur Talmud, pour qu'elles soient en accord avec les lois de la France, de la nation française. Or, le problème de l'islam, c'est que le Coran est un texte incré, c'est-à-dire un texte dicté par Dieu lui-même. Donc il n'est pas réformable, quoi. Et en plus de ça, il faudrait modifier 80% du Coran, qui est incompatible avec la République française et avec la France, quoi. Donc vous voyez, c'est très difficile à faire. Et maintenant, venons-en au fait, aux banlieues françaises. Avant de parler des banlieues, je vais donner un texte, une citation plutôt, de Aristide Briand, l'instigateur de la laïcité de 1905. Voilà ce qu'il dit. La loi protège la foi aussi longtemps que la foi ne prétend pas dire la loi. Je crois que tout est dit. Et c'est justement tout le problème de l'islam. Dans les banlieues françaises, et en particulier à Trappes, c'est la loi islamique qui régit tous les comportements des hommes. C'est la loi islamique qui donne les mœurs, qui donne le mode de vie aux musulmans, et qui par conséquent empêche l'assimilation. C'est le fameux État dans l'État de Richelieu, à la différence près que l'islam est aussi une civilisation. C'est aussi une histoire, c'est aussi une culture, des mœurs. Ce n'est pas qu'une religion, et ce n'est même pas qu'un système juridico-politique. C'est tout en un, quoi. Et c'est aussi un système assimilationniste total, comme la France. Tellement assimilationniste que des populations, notamment du Maghreb, qui n'ont rien d'arabe, qui sont des berbères, pour la plupart, se considèrent comme arabes, parce qu'ils ont été arabisés. Donc, ce qu'il faut dire aux musulmans, c'est qu'il faut qu'ils choisissent entre le modèle d'assimilation à la française, et là tout se passerait bien, et ou le modèle d'assimilation à la musulmane, et là on se retrouvera évidemment avec un peuple dans le peuple, avec deux peuples qui n'ont rien en commun, et qui s'affronteront pour la domination de territoire. Et le rôle de l'État français, c'est justement de protéger cette cohésion nationale, et donc de détruire tous les communautarismes, toutes ces idéologies ou religions politiques qui mettraient en danger l'union nationale et l'intérêt collectif. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à la partager. Et puis moi je vous dis à la prochaine.